commence là maintenant. Monsieur Galion, bonsoir. Ça va Bonsoir. bien. Monsieur Galion, vous êtes toujours à Constantine. Toujours à Constantine, il n'y a pas de nouveauté, ça change pas, c'est bien ça. Jusqu'à il y a 4 secondes, oui. Bon. Monsieur Compère, le progressiste. Toujours au progressiste. C'est bien vous, c'est ce bien journal moi. là. C'est bien moi. Bon, c'est bien vous, justice. Oui, justice, c'est toujours nous. Et puis voilà où je vous l'envoie. Bien sûr. Oui. Monsieur Marajo, Family Guide. Family Guide. Est-ce qu'on peut voir à l'écran la photo? Voilà, avec Tania Saint-Val, qui est un guide familial, comme tout le monde Il faut le sait. prononcer Family Guide. Et qui nous parle de choses, je peux balancer mon émission, qui nous parle de petites choses intéressantes. D'abord qu'il y a de la publicité, alors que nous n'en parlons pas beaucoup, nous, Michel, et puis progressiste. Encore moins. De ça. Non, c'est pas vrai, ça c'est à l'écran, ça c'est en réalité, c'est pour toi tes affaires. Et puis un journal qui est effectivement un guide familial, parce qu'il y a des articles qui portent sur... Je vais revenir sur vos petits journaux militants, parce que ça c'est du papier glacé, voilà, des images, des couleurs, c'est pas comme nous, hein, pas comme nos petits journaux. Et qui parlent de choses qui, je dois le dire, sont des choses qui sont quasiment atemporelles et je comprends, il faut que le journal reste longtemps, un bon moment. C'est un bimestriel. Et puis qui quand même sont... qui sont un peu, je ne veux pas dire qui ne nous concernent pas, mais qui concernent tout le monde. Oui, tout à fait. Une femme active sur 5 dit avoir été victime de harcèlement sexuel dans sa carrière. On a beaucoup parlé de ça récemment. C'est le propre de toutes les sociétés, évoluer ou pas. Vous avez l'habitude de dormir avec votre portable à côté. Mauvaise idée. En France, seule une femme sur 4 consulte un dentiste pendant sa grossesse. Et ça continue comme ça, avec des choses intéressantes. Le pipi dans les piscines, ce n'est pas vous que ça dérange le plus. Et puis on arrive quand même à des choses qui sont martiniquaises. C'est Cap 110, lieu de partage culturel et histoire. Mais ce que je peux dire, c'est que ça nous concerne dans la mesure où ça simplifie des choses qui sont très longues et très alambiquées que l'on voit ailleurs. Donc en feuilletant le journal, j'ai vu que c'est quand même fait pour qu'on puisse voir ça rapidement, même si ça reste 2 mois. C'est d'abord un magazine qui est destiné à la famille. Ouais. Et c'est un magazine qui est destiné à rester sur la table du salon. Et que tout le monde puisse. Voilà, donc il nous faut. C'est un exercice difficile. Hein. Il nous faut à la fois informer, ne pas choquer, intéresser tout le monde. C'est un peu compliqué. Thérapie de couple, espoir ou désespoir. Enfin, en tous les cas, moi, je trouve ça intéressant. Ça s'appelle Family Guide, le magazine de la famille antillaise, et c'est publié par les éditions Open Soft System. Merci beaucoup. Par M. Marajo, votre serviteur. Fort-de-France, un déficit masqué. Fort-de-France en toute transparence. Voilà. C'est exactement ça. Vous comprenez que je ne vais pas m'engager dans ça. En tous les cas, achetez celui-là pour savoir c'est quoi la transparence et achetez celui-là pour savoir c'est quoi le masque. Voilà. Je parlais du progressiste et je parlais de justice. Est-ce qu'on peut tenter un petit mot? Oui. Donc il y a le vengeur masqué et en face il y a la mère Denis, la reine de la transparence, qui crie bas les masques. Voilà. Je préfère être le vengeur masqué que la mère de lit. Trop cinéma. On va dire ça là, hein. Vous allez donner. Trop cinéma, le Gaumont, à 10h. C'était vers la fin du Gaumont, tu t'en connais cette génération. Le dimanche matin, c'est qu'on a appelé l'Olympia après. Trop cinéma. Je voudrais vous revenir très rapidement, sans polémique, sans qu'on reste pour longtemps là-dessus, sur la question du taux d'homicide en Amérique latine et dans les Caraïbes, des conséquences que vous en avez tirées et des précautions que je crois que nous aurions dû avoir prises à l'occasion du traitement de cette affaire. Alors, c'est sûr que je ne vais pas aller dire qu'il nous a manipulés, nous a trompés, c'est pas vrai. Il n'est pas fou, on est trop méchant. Il nous connaît. Il nous a effectivement dit des choses qui sont vraies. Savoir que le taux d'homicide dans la Caraïbe est très élevé. Très, très élevé. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine relation avec le niveau social et économique, c'est vrai. C'est vrai que ces données proviennent d'institutions internationales comme l'ONU Oui. ou le Fonds monétaire international. Il y a 2 études. C'est vrai que, mais seulement, il y a quand même une chose qui m'a interpellé. Pourquoi, lorsque nous allons dans ces pays-là, nous n'avons pas le vécu, ce sentiment de cette criminalité? Pourquoi quand je suis à Saint-Lucie-à-Rodney-Bay, je suis bien? Pourquoi quand je suis à Barbade, je suis bien? Pourquoi je n'ai pas ce sentiment? Alors, c'est vrai que Daniel avait très fortement, de façon très opportune, précisé qu'il y a le sentiment d'insécurité et puis il y a l'insécurité réelle. D'accord. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même vous dire simplement la prévention qui est faite.
Non, et vous dire qu'il faut que nous fassions un petit peu la même chose, que nous informons le peuple. Alors, classement des pays par taux d'homicide volontaire selon l'UNDOC, ça veut dire l'ONU. Par année, donc pour 100 000 habitants. La fiabilité des données concernant les homicides peut varier. Selon les pays, selon la définition d'homicide volontaire qui peut inclure ou non l'euthanasie, l'infanticide ou les violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Donc c'est une notion déjà qui est un peu variable. Oui. On peut y mettre un peu plus selon les pays. Ce qui n'enlève pas, je répète encore une fois, que quand le taux est très élevé, à quelques points près d'erreur, parce qu'on a mieux d'analyse, mais quand même, il faut quand même que... Bon. Je ne savais pas que l'euthanasie, c'était un homicide volontaire. Non, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. Ces statistiques doivent être corrigées par le fait que... alors, déjà, ça peut être diminué. Je l'avoue, je pense que je fasse de la manipulation. Ça peut diminuer parce qu'on n'a pas intérêt à ce que l'on sache qu'il y a une telle criminalité. Mais également, c'est lié au niveau général de médicalisation. On a la MENA, n'oubliez pas, nous ici. Et surtout par l'efficacité des services hospitaliers d'urgence du pays considérés. Les victimes meurent moins et le nombre d'homicides décroît, mais le nombre des délits de coups et blessures qui ne sont pas homicides augmente. Ouais. En d'autres termes, je te donne une balle parce que tu m'as agacé pendant mon émission. Tu montes à la MENA. Je signale qu'il y a un type qui a pris 12 ans pour ça. Mais ça fait rien, je perds les pédales. Tu montes à la MENA, qui est un lieu de la haute capacité technologique médicale. Ça se terminera par coups et blessures et non pas homicide. Ouais. Je te fais la même chose à cette Lucie ou mort. Ouais. Sauf s'il meurt quelques jours après, mais il n'est pas dans les statistiques. Alors, dès lors, il est relativement important de le souligner, le taux d'homicide volontaire ne reflète pas forcément le niveau de violence de la société d'un pays. Oui, mais... Attends, je fais les réserves pour toi, oui. Parce que vous m'avez quitté notre palais. Effectivement, quand on a un taux de 30, il y a effectivement... Bon. En effet, il s'agit là du point le plus important. Certains pays ayant un taux d'homicide en apparence élevé peuvent être paradoxalement moins dangereux que d'autres qui, à l'inverse, détiennent un taux inférieur. Aussi bien que les pays d'Amérique latine possèdent un moyen, voire parfois fort taux d'homicide, il semble que certains d'entre eux soient pourtant moins risqués que des zones situées au Moyen-Orient ou autres. La comparaison que nous faisions, c'est tiré par les cheveux. La comparaison que nous faisions, c'était avec la Martinique, donc c'est sûr que. Mais je vais être sincère, je ne vais pas vous manipuler les données. Cela s'explique. C'est un appel dans l'ambassade de Sainte-Lucie, en fait. non, mais moi, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez débousiller... Le tourisme. Non, débousiller... Non, j'ai reçu un travail de la région. On m'a dit, qu'est-ce que vous faites? On est en train de faire un travail avec les pays. Oui, l'OSS. Quoi vous faites? Vous voulez bousiller le boulot qu'on fait? Cela s'explique notamment par le fait que la plupart des homicides en Amérique latine sont généralement liés à la drogue et au grand banditisme. Oui. En d'autres termes, c'est M. Gagoumet pour Droguio. C'est quand on dit ça se passe un endroit précis, et toi tu es là, innocent, boum boum, sauf si tu prends une balle perdue. Ouais. En réalité, ça ne te concerne pas. Si tu te balades dans ces zones. Si tu vas te balader là, il faut que tu sois vicieux. Tu vas chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ouais. Alors, et puis j'en ai fini, il est donc nécessaire de notifier que le taux d'homicide, même s'il n'est pas négligeable, peut dans certains cas ne pas être représentatif de la dangerosité et ou du risque encouru dans les pays concernés. Ouais. Je répète encore une fois que tous ces pays-là ont un taux beaucoup plus élevé d'homicide que nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je peux commenter le fait que finalement le lobbying du consulat de Sainte-Lucie marche. Vous avez dit que c'est la région qui m'a appelé. Oui, c'est ça. Ils m'ont dit, mais quel boulot vous faites là? Vous voulez nous bousiller? Vous voulez bousiller nos accords qu'on a fait avec qu'est-ce qui... Galion, le point sur la FIFA et démission de M. Blatter. Ah, mon Dieu! La grosse affaire. Mais on l'avait annoncé un peu, non? On l'avait un petit peu... On était surpris de sa non-démission. On était surpris par le fait qu'il était élu président. Voilà. Laissez-moi faire une citation avant, et puis après on va avancer. Alors, rapidement, puis après je vous laisse la parole. En voulant supprimer le latin, on cherche à faire de nous des penseurs dociles, peut-être parce qu'on gouverne mieux des imbéciles. Autre citation. C'est pas bête. Autre citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est Mark Twain, qu'on pourrait aisément appliquer à tout le monde. Oui. Il y en a une qui résume tout ça, une citation de Diard. Les cons savent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Voilà. Alors moi j'ai pensé qu'on pourrait compléter aussi par autre chose. Les enfants du bon Dieu pour les canards. Canards sauvages. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Voilà si vous voulez la traduction ou l'équivalent.
tout ce dont nous avions besoin pour réussir dans la vie est l'ignorance et la confiance. Quand j'ai commencé à faire cette émission-là avec vous, j'étais ignorant et confiant. Maintenant, Et maintenant, Non, tu es confiant et toujours ignorant. Attends, j'ai appris sur le table. Si je devais recommencer, j'aurais été au courant et puis excessivement méfiant. Et tu Allez, veux qu'on parle là? la FIFA. La FIFA blatérale, nous savions. Et puis, excuse-moi d'avoir interrompu. Bon, alors, élément de chrono. 1. Une enquête américaine diligentée en Suisse provoque l'arrestation d'un certain nombre de dirigeants ou membres du conseil exécutif de la FIFA 2 jours avant le congrès électif pour la présidence de la FIFA. Joseph Blatter, dit Sepp Blatter, président sortant, 4e mandat, sollicite un 5e, 2 jours après. Et il est élu au second tour. En fait, il est élu par abandon au second tour de son concurrent qui est Ali, le prince Ali de Jordanie, qui lui a obtenu 78 voix, mais comme l'autre Blatter avait déjà 133, il avait compris qu'il n'avait aucune chance de renverser la vapeur, il se retire, donc Blatter est confirmé président de la FIFA. Il se trouve que l'enquête, elle continue, et qu'à un moment, 2 jours après cette élection, le secrétaire général de la FIFA, le français Valkel, lui se retrouve mis en cause pour détournement ou corruption. Le lendemain de la sortie de l'article du New York Times qui précise que Valker est lui impliqué pour corruption pour de l'argent versé sur un compte de M. Jack Warner, qui est, je rappelle, l'ancien président de la CONCACAF. CONCACAF, ça nous interpelle, ça nous dit. De l'argent versé par l'Afrique du Sud à la CONCACAF pour aider les descendants d'Africains. Moi, je joue au football, mais les descendants africains, 2 millions de dollars. Et bien, il se trouve que le lendemain de la dénonciation du New York Times de cette corruption, Sepp Blatter décide de démissionner. Il démissionne de son mandat de président de la FIFA, mais la démission n'est pas immédiate. Voilà. Dans la mesure où il doit avoir un congrès électif qui doit se réunir. Il va se réunir certainement à la fin de l'année ou premier trimestre 2016. Il va se présenter. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a un autre membre, un Américain, membre de la FIFA, qui dit oui, j'ai fraudé, j'ai versé, j'ai touché les pots de vin. On va s'apercevoir que il collabore à l'enquête. Collabore à l'enquête, ça c'est précis américain. Oui. On avait eu le soupçon très tôt. Et une commission éthique de la FIFA qui avait été nommée pour pouvoir établir de la transparence et de l'authenticité de la désignation du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde 2022. Cette commission a remis un rapport qui n'a pas été rendu public et le rapporteur principal a dit « je jette l'éponge, c'est pas possible » parce que... Les conclusions ont été rendues publiques, mais pas le rapport lui-même, je crois. Et quelques conclusions qui ont été filtrées, mais le rapport n'a jamais été rendu public. Le rapport lui-même n'a pas été. Bon. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les soupçons sur la désignation du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde 2022 commencent à être sérieusement pris en compte. Il y a également l'attribution de la Coupe du Monde 2018, nous sommes en 2015, dans 3 ans, en Russie. Sont également soupçonnés d'avoir été attribués contre rétribution ou cadeau. Les Américains, notamment l'attorney général, le ministre de la Justice américaine, avaient mis en doute la véracité, la transparence de l'attribution de la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud en 2010. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais dans ces cas-là, on n'a qu'à vérifier toutes les Coupes du Monde. Il faut remonter. Bon, la question est... Le Maroc avait, en 2008, avait essayé, en rivalisant avec la France, avait également payé, mais n'avait pas obtenu. Donc ils avaient pour 98, à fond perdu. 98. Ils avaient été à fond perdu. Il est vrai que les soupçons de manipulation de corruption ont pris de l'ampleur dès lors que tout le monde a ouvert. C'était le Qatar qui allait accueillir la Coupe du Monde 2022. La surprise étant plus grande qu'au Qatar, ils ont un football qui est balbutiant. Très balbutiant. Les conditions géographiques, pour le moins. C'est surtout au niveau du football. 2, les conditions climatiques. La période de la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas possible. On joue pas au football à 40 degrés à l'ombre. Excusez-moi. 3, un pays qui n'a jamais pu avoir une équipe qui est arrivée, ne serait-ce qu'à dans le haut du tableau du tournoi de son continent. Asie. Qui n'est pas arrivé dans le tableau final. Donc je dis football balbutiant, ça a étonné un pays en plus où la population essentiellement footballistique
nous semblons être plus les étrangers que les Qataris eux-mêmes, parce que c'est une bout de terminage, je joue au football, regarde, vous payez, je joue au football, c'est moi qui marquais le but. Bon, on fait dans la caricature. Ça ne passait pas. Bon. Ils ont de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les travaux pour l'installation, la structure d'accueil de la Coupe du Monde 2022 posent problème sur le respect des droits de l'homme, le respect des lois sociaux. Et du droit du travail. Et le droit du travail. Parce que les conditions de construction de ces installations, Voilà. C'est forcené. Forcené, c'est-à-dire qu'en clair, un ouvrier qui est sur place, C'est de l'esclavage. eh ben, il n'a pas le droit de sortir. Tant que son patron n'a pas dit, c'est bon. Il y a comme ils essaient d'avoir quelque chose de solide, ils ont mis il y a des équipes de football. Les joueurs il y a quelques joueurs de football qui ont été joués au Qatar, qui avaient des contrats, et qui ont constaté que, non, c'est pas en Europe. C'est-à-dire que tu t'en vas pas quand tu veux. Voilà. On va élargir le débat. Est-ce que Platini, puisqu'on va revenir à Platini, Voilà. ensuite Platini, est-ce que Platini pouvait, à la tête de la puissante et richissime UEFA, c'est le football européen, pouvait faire sécession? Qui c'est qui veut répondre à ça? Faire sécession. Vas-y, oui, sortir de la FIFA. Moi, je crois que Platini nous donne, à nous, spectateurs, et parfois fans, puisqu'on a un véritable professionnel de la mémoire Oui, tu vas footballistique. toi aussi, ne joue pas. Non, mais moi je suis... Mais Platini devrait s'abstenir plutôt de donner des leçons, puisque l'une des confédérations les plus corrompues, c'est quand même la confédération européenne. Et ça, oui, évidemment, qui s'en est rendu compte? Les grands clubs qui ont été frappés par le fair play. Les grands clubs disent, bon, pourquoi une partie d'entre nous est frappée par le fair play et pas d'autres? Pourquoi tu appelles ça de la Il corruption? faut rappeler. Alors, le fair play, c'est le système économique. Ouais, le fair play, c'est l'idée que les ressources financières d'un club ne peuvent pas être extra-exploitation. C'est-à-dire que... Extra-sportive, voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une espèce de machine derrière, par exemple, un État ou un richissime propriétaire, etc., qui abonde. L'équilibre doit être entre vos recettes et vos dépenses. Voilà, il faut un équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de subvention gigantesque qui arrive et qui vous permet de déséquilibrer le marché, c'est-à-dire d'acheter des joueurs. Non, mais c'est là que la corruption intervient. Il y a des clubs qui ont intégré un système de corruption des membres de l'UEFA pour que certains clubs soient, matraqués et d'autres qu'ils passent à l'as. Ils soient exonérés. Et les Qataris ont voulu dénoncer le système. Le PSG en particulier a voulu dénoncer le système. Mais en réalité, quand ils ont attaqué sur ce système du fair play, on leur a rappelé que, au-delà de l'UEFA, à la FIFA, ils étaient les maîtres de la corruption. Donc en clair, moi, le débat... En fait, ce que je veux faire passer comme idée, Platini n'est pas plus propre que Blatter. Voilà. Parce que la confédération qui manie les sommes les plus importantes, c'est bien l'UEFA. C'est bien l'UEFA. Ok. Et c'est bien le marché le plus énorme du monde, c'est bien le marché européen en droit de télévision. Attends, laisse-moi finir. Puisque celui qui corrompt le plus dans l'affaire, et il faut quand même le dire, il y en a deux, c'est les télés et les équipementiers, c'est-à-dire ceux qui vendent des chaussures et des maillots. Voilà, c'est pas les États qui... Non, mais je vais dans ton sens. Alors, l'UEFA a dans son escarcelle la Ligue des Champions, 1,4 milliard d'euros de revenus en 2013-2014. Le championnat d'Europe des Nations, 1,4 milliard d'euros en 2012, tenu tous les 4 ans, et puis qu'elle fait monter en puissance. Et elle veut créer un autre championnat, qui est le championnat... Je crois que là, on mélange beaucoup de choses là-dessus. Non, attends, mais je donne juste une info. L'UEFA veut créer une nouvelle compétition. L'UEFA veut créer une nouvelle compétition. Ça serait laquelle?
L'UEFA veut créer une nouvelle compétition, mais c'est pas grave. qui s'appelle, qui est une espèce de coupe des nations à l'intérieur de tous les 2 ans. Et ils sont en cours de négociation avec la FIFA pour créer cette nouvelle compétition parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Alors, je vais te donner des détails. Est-ce que Platini, est-ce que Platini aurait pu... Non, la question initiale, est-ce que l'UEFA peut faire sécession? Voilà, est-ce que vous décidez? Non. Non. Là-dessus, c'est non. Développer. Pourquoi? Parce que la FIFA, c'est la Fédération internationale du football qui régit toutes les règles du football. Ouais. Est-ce qu'une fédération européenne, confédération, peut faire sécession et sortir? Si elle sort, elle définit ses propres règles de football. Il y a eu des fédérations qui n'étaient pas allées à la FIFA. Les Américains, à un moment, les Américains ont participé à la première Coupe du Monde de football en 1930. Les Américains n'y étaient plus parce qu'à un moment, ils n'étaient plus à la FIFA. Ils ont essayé de développer leur football tout seuls. Ils avaient leur football américain, parce que le football universel de connaissance aux États-Unis, ça ne s'appelle pas football, ça s'appelle soccer. Ils ont voulu créer leur propre règle, leur propre football. Mais comment développer un football dès lors qu'il n'est pas partagé par le reste de la planète, puisque c'est un sport universel par excellence. Et c'est un sport d'autant plus universel par excellence que quand on regarde bien, analysons un petit peu les règles du football et comment ça se passe, c'est une balle au pied. Tous les sports, collectifs ou autres, ça pratique sur une motricité naturelle qui est la main. On joue au volley avec les mains, on joue au basket avec les mains, on joue au handball avec les mains. Le seul sport où on n'utilise pas l'outil naturel de l'homme et les mains, c'est le football, on joue au pied. C'est-à-dire que c'est la manifestation par excellence du génie humain de capable de se déplacer dans l'espace, de s'équilibrer en suspension ou au sol, d'avoir une adresse à partir d'un élément qui n'est pas naturellement fait pour ça, les pieds. Il est bon, hein? C'est pour ça que les gens regardent cette émission. La FIFA... Donc, la la FIFA définit les règles de football qui sont simples. Non, mais ça, c'est 11 types sur un terrain. C'est bon pour notre émission, mais Non, mais attends. 11 types sur un terrain de 100 mètres, 2 camps, 11 bonhommes, 10 qui jouent avec un ballon au pied et 1 qui, lui, a le droit d'utiliser ses mains pour capter le ballon. D'accord? Sans Thierry Henry. Bon. Oui, non, mais sur ça, il y a un élément important. Attends, on s'écarte du tout. Je reviens à la question de la scission. Je reviens à la question de la scission. Je te remercie. Alors, tu fais une règle. Ton football n'évolue pas par le partage de l'échange sportif, de l'effort, du physique et du génie. Le football brésilien, qu'est-ce qui différencie le football brésilien, à part on dit les génies? Qu'est-ce qui différencie le football brésilien du football européen et autres? À la base, le football brésilien a été pratiqué par des blancs au Brésil. Au début. Règles et pratiques anglaises. Pratique anglaise. Football, c'est un football physique. On court, on transpire, il y a les chocs. Mais l'adresse et les feintes, le dribble, c'est quelque chose qui s'ajoute par nécessité et non quelque chose qui est premier. Les Brésiliens noirs ou métis, face à ces colosses anglais et à ce physique, ont trouvé la parade idéale pour les éviter. La samba. Danser la samba, balle au pied. D'accord? Okay. Aujourd'hui, ça n'existe plus au Brésil, hein, parce que si vous écoutez Paulo César, qui a été champion du monde 70, qui a participé, il a dit au Brésil, maintenant, l'été, ils ne savent même pas faire un dribble, ils savent que courir. Oui. Donc c'est ça le problème. Et c'est ça la génie du football. Vous avez 30 secondes pour terminer ce thème. Partagez-vous le temps. Ce qui veut dire que la scission de l'UEFA, la FIFA a un poids économique. Là-dessus, la FIFA a un poids économique majeur et important, mais quand on est dans le système international, le football international, Fédération internationale de football, c'est pas possible. 2 petites informations. Notre ami Michel a raison, puisque la fédération irlandaise, qui fait partie de la FIFA, mais qui est dans la conférence de l'UEFA, a reçu 5 millions d'euros. 10 millions de dollars. Non, monsieur. Bon, moi j'ai le chiffre 5 millions d'euros pour se taire après la main de Thierry Henry. Ok? Pour ne pas rester en justice. Pour ne pas rester en justice. Attends, c'est pas. Pour que la France puisse participer. C'est pas nous qui le disons, c'est les gens qui ont versé qui le reconnaissent. Bon, et les gens qui ont reçu. Là, c'est en train de partir. Une deuxième petite. Non, mais. Il ta seconde. Non, je lui donne. Deuxième petite information. Tu voulais l'info. La nouvelle compétition qui va être mise en place par l'UEFA pour toucher encore plus de fric s'appelle la Ligue des Nations. C'est-à-dire que tous les matchs amicaux seront éliminés
et ils seront dans une nouvelle compétition qui aura lieu tous les 2 ans, qui s'appelle la Ligue des Nations. C'est une proposition qui n'est pas encore validée. Daniel. Non, mais elle est en Oui, mais cours. c'est Elle il y n'est avait pas dans validée. les fourneaux. Daniel. Vous étiez parti de Michel Platini. Oui. Oui. Je voudrais revenir à Michel Oui, Platini. on revient. N'est-ce pas? Parce que je trouve qu'il a joué un drôle de jeu, comme d'habitude, dans l'affaire Step Blatter. Du style « je t'aime moi non plus Ouais. ». Tout le monde sait que Michel Platini risque fort d'être candidat à la présidence de la FIFA. Quand je dis risque fort, c'est pour ne pas dire sera candidat. Parce que... Probablement. Bon, probablement. Michel Platini avait déjà, comment je vais dire cela pour ne pas être trop méchant, avait déjà œuvré de façon plus ou moins discrète pour devenir président de l'UEFA. Et Le FIFA, tu veux dire. de l'UEFA, je dis bien Oui, de l'UEFA. tout à fait. Oui, avant que de l'être. Ouais. Avant que de l'être. Avant que de l'être. Ouais, il n'a pas toujours été. Non. Bon, il s'est débrouillé pour l'être. Parce que le président de l'UEFA, comme le président de la FIFA, a beaucoup de pouvoir. Et l'UEFA est comment je pourrais dire ça, la colonne vertébrale de la FIFA. Financière. Financière. Voilà, c'est tout ça, à fait. c'est ça que je voulais dire. Michel, Compte à seconde. Non, moi, je tire une conclusion quand même, c'est que ça devrait nous amener quand même à réfléchir, d'une manière générale, sur le rôle de l'hyper-compétition Oui. l'argent. et de l'argent. Dans le sport. Je appartiens à une discipline qui est encore relativement bénévole, mais qui suit aussi Cette tendance. cette tendance. Je rappelle quand même, parce que tout le monde ne sait pas. karaté. Je suis membre de la Ligue et de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Et il y a de fortes pressions pour arriver à un karaté professionnel, Oui. à se faire rémunérer, etc. etc. Et il y a une forte résistance de ceux qu'on considère comme étant les traditionalistes pour continuer à être pratiquer amateur. un art, un amateur, avec des bénévoles. Mais la pression, pourquoi? Parce que nous vivons malheureusement dans un environnement que j'appelle capitaliste, et qui a tendance à marchandiser toutes les activités humaines. Voilà, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Messieurs, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, c'est la catégorie A, a bondi en avril, plus de 26 200 personnes, soit En plus... France. En On France. parle de la France. C'est la France qui est importante. On est à l'UEFA, c'est normal. C'est pour ça que les gens regardent cette émission. Plus 0,7% pour atteindre un nouveau record de 5,53 millions en métropole. C'est vrai. Oh là là. En incluant les chômeurs tout, là. ayant eu une petite activité catégorie B, la hausse est d'une ampleur inédite depuis 2013, plus 54 000. Plus 54 100. C'est-à-dire Une augmentation de une augmentation de 1%. la précarisation. Oui. Un total de 5,34 millions de personnes, 5,64 avec l'outre-mer. Oui, c'est complet. Cherche désormais du travail. C'est du jamais vu pour la grande mère patrie. Où est-ce qu'on va comme ça? Jusqu'à quel point on peut aller dans le chômage? C'est du jamais vu en valeur absolue, mais c'est pas du jamais vu en valeur relative. En valeur relative. Il y a eu des époques, absolue. il y a eu des époques où on n'était pas à 10% ou 11% de la population active. Hein. C'est sûr. Michel. Non, Tout à fait. non, moi j'ai lu la Une du Monde que le chômage a augmenté de 30% depuis l'arrivée de Hollande. Alors j'ai eu envie de faire le même calcul depuis l'arrivée de Letchimy à la tête de la région. C'est un grand homme, tu fais ça Bon, que tu veux. tout à fait. Et tu peux Non, même nous dire les éléments, on les accueillera avec non, mais intérêt. le nombre de chômeurs a augmenté. Il était de 38 000 en gros à l'arrivée de Letchimy en Martinique, catégorie A. Il est aux alentours de 45 000, c'est-à-dire entre 5 000 et 7 000. Donc ça, calculé en pourcentage, ce que ça donne de l'ordre de beaucoup plus que 30%, c'est 33% à peu près. Bien. Néanmoins, ce qui est inquiétant pour la France, dans le cas de la France, c'est le fait qu'il y a un redémarrage, dit-on, de la croissance, mais sans création d'emplois. Alors, Parce qu'elle n'est pas suffisante. parce qu'elle n'est pas suffisante, mais parce que aussi, on continue à avoir des secteurs où il y a des liquidations d'entreprises, et notamment dans le tissu des PME. C'est ça qui... Donc, Savoir à l'endroit où on pourrait le plus c'est l'endroit où on à pourrait des créer le recrutements. plus d'emplois. Et d'autre part, l'investissement est négatif. Alors,
cette croissance, ça ressemble un petit peu au rebond de croissance qu'on a eu en Martinique en 2014. C'est un rebond de croissance qui est lié à la consommation des ménages. Et la question qu'on se pose, est-ce que ce rebond de croissance n'est pas lié au fait que les ménages ont puisé dans leur manolène pour pouvoir renouveler un certain nombre d'équipements qui étaient arrivés à bout de souffle. Donc, en gros, c'est l'observation qu'on a pu faire. D'autant que les éléments qui avaient produit cette rebond de croissance sont en train de s'estomper, c'est-à-dire que le pétrole est déjà en train de remonter, que les taux d'intérêt sont déjà en train de remonter, et que l'euro remonte. Autrement dit, le répit qui était essentiellement des facteurs extérieurs à la politique gouvernementale, il faut bien le dire, il n'y a pas que la droite qui le dit. Si les gens collectionnent nos émissions, ils peuvent aller retrouver sur YouTube. On avait insisté très fortement sur cet aspect-là. Donc, le problème, c'est qu'il y a un plan d'investissement qui est annoncé par le Premier ministre, qui a parfaitement compris que ce type de croissance-là, s'il n'y a pas l'investissement qui prend le relais, il risque d'être fait de pain. Mais surtout, la grande crainte maintenant sur le plan international, c'est que, comme, je termine là-dessus, la Federal Reserve Board, la Banque centrale américaine, et imité en cela, dans des conditions un peu différentes, par la BCE, ont injecté massivement de l'argent à la planche à billets, et que cet argent commence à créer toutes les conditions pour un nouveau crash financier. Une nouvelle bulle. Le ministre du Travail, François Rebsamen, a annoncé un renfort de 100 000 contrats aidés supplémentaires et 60 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en formation. Le traitement social du chômage. Est-ce que ça va marcher, ce truc-là? C'est le minimum qu'on peut faire. Côté sur jambe de bois. Il est certain que c'est du court terme. Bon, ça permet d'éviter notamment l'explosion sociale chez les jeunes. On a eu un peu le même phénomène en Martinique, c'est-à-dire qu'on a vu baisser un peu le chômage des jeunes, encore que je soupçonne que nous subissons déjà les effets de la relative baisse dont se félicite les pouvoirs publics ici. À mon avis, c'est déjà lié à la baisse de la population et à l'expatriation des jeunes. Il faut quand même rappeler quelque chose qui est quand même important, parce que les gens, ils ont l'impression que les choses vont aller vite, que ça va changer, qu'ils vont revenir à leur capacité d'emprunt de 2008 ou 2007. La dernière qu'on ait eu à subir, là sur un plan mondial, c'est 1974. Le choc pétrolier. La durée, 1974. Ah oui, d'accord. 1997. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Il y a eu plusieurs générations à l'intérieur d'une même crise globale. À partir de 97, ça a été mieux, mais on est tout de suite replongé en 2000 avec l'explosion de la bulle Internet, et on a replongé 8 ans plus tard avec la bulle des subprimes. Les Malbrossers. Voilà. Donc il faut qu'on ait une vision longue des choses. Qui est sorti du bois pour se défendre. On ne peut pas parler de ça, malheureusement. Galion, toi qui es sur le terrain, puis vous aussi d'ailleurs, la justice aussi, et puis toi aussi. Est-ce que M. Barissette a pu faire sa conférence Oui, il l'a fait hier. Sans tenir compte des avertissements du président de la région sur la dangerosité de... Il a obtenu l'autorisation. Il avait obtenu déjà. Il a demandé et obtenu la possibilité de faire sa conférence de presse dans les mêmes conditions que le président de la région, dans les mêmes locaux, à la salle 402. Salle A402. A402. Sauf que le président lui a rappelé que c'était une conférence de presse, il ne devait y avoir que des journalistes, pas de militants. Voilà. Pas de militants. Et que il lui a rappelé les conditions qui s'appliquent dans la période à partir du 1er juin. Sauf alors ces conditions, c'est quoi? C'est que les institutions ne doivent pas utiliser les présidents de région doivent utiliser les institutions régionales pour des bilans, des comptes rendus, mettre en valeur leur action, pour éviter qu'il y ait un déséquilibre dans la campagne électorale. Mais c'est les institutions et les gens qui sont à la direction, donc et que ça ne s'applique pas
aux élus de l'opposition, à mon avis, c'est les voix de l'opposition qu'a fait le président. Oui, tu as traité là-dessus, je voulais en parler. Quelque chose à dire là-dessus, mais on passe. Il a fait sa conférence, il n'y a pas encore de compte rendu. Non, non, j'avais fait l'interview, je n'avais pas pu y aller, j'étais occupé sur autre chose, mais j'avais pris de l'avance puisque ce matin, il y a l'interview de M. Marissin dans le journal. Non, la seule chose, c'est qu'en réalité, un élu régional a le droit d'utiliser les locaux de la collectivité pour laquelle il a été élu afin de faire un point de presse sur son activité ou sur son bilan. Ça, il n'y a pas de problème. Mais un élu régional préparant une campagne électorale ne peut pas utiliser les locaux de la collectivité pour pouvoir faire sa propagande. Bon, c'est ça qui a été rappelé en réalité à la Marissin. En clair, pas de militants. Ouais, seulement les membres du groupe. Et pas de membres de la liste, ou de ceux qui sont sur la liste, pas de leader de cette liste à cette conférence de presse. Mais les membres actuels du groupe, oui. Oui, parce qu'ils sont élus, ils font un bilan d'action, il n'y a pas de problème, ça dessus c'était clair. Il y a toujours il peut avoir toujours l'interprétation, c'est oui, mais dans la campagne, c'est clair. Daniel Marissin n'est pas tête de liste, il n'est même pas pressenti pour être le premier sur une section. Mais pas de problème, dès lors qu'il reste dans le cadre de la collectivité. Mais c'est intéressant parce que c'est l'une des premières fois où un groupe d'opposition utilise les locaux de la collectivité dans laquelle il est élu pour pouvoir faire un point de presse. C'est la raison pour laquelle on en a parlé. Et je me permets de faire de la publicité pour le grand journal. Le grand journal a mis un nom, enfin, Consenti. Merci. Et puis il est plus grand. Il est plus petit tableau. Oui, il est plus grand que l'autre. C'est un petit journal. Ils ont passé justice. La photo qui rend compte de la conférence de presse de Marissin, l'interview faite avant la conférence de presse, montre bien les élus du groupe des patriotes et sympathisants avec en arrière-plan le logo de la région. Donc, et c'est ça qui était important. Parce que se montrer leur caractère officiel. Oui, et puis qu'ils participent à la chose publique. Au débat démocratique. À mon avis, c'est bon pour la démocratie. C'est bon pour la démocratie. Je ne vais pas dire mais. Tu m'as m'écouter. Il n'y a pas de mais quand on parle de démocratie. C'est bon pour la démocratie. Et ça permet de voir qu'il y a quand même une hypocrisie dans cette histoire de restreindre, disons, la parole des futurs candidats. Il y a quand même une hypocrisie. Ah bon, non, mais c'est ton opinion. Non, c'est mon opinion, parce que bon, on dit qu'à partir du 1er juin, les institutions doivent éviter de faire de la propagande sur leur bilan. Non, mais justement, il n'y a pas d'hypocrisie. Oui. Il y a un texte qui est très clair. Oui. Et le texte dit la chose suivante. Le texte est hypocrite, ça, le Non, mais le texte n'est pas hypocrite. Le texte n'est pas hypocrite. Le texte dit la chose suivante. Oui. Les institutions ne peuvent pas utiliser de l'argent public. C'est ça. Ne peuvent pas utiliser de l'argent public pour promotionner leurs actions passées ou futures. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre, mais je suis d'accord avec l'analyse de Michel, c'est que tout le texte, le juriste qui a rédigé ne fait pas une offre de mon emploi, mais le juriste qui a rédigé cette lettre pour M. Jimmy, c'est complètement planté, parce que c'était pas là. Mais enfin, bon, c'est le détail. À faire des sondages de l'Élysée, Guéant, Muscat et Mignon en garde à vue. Ça vous excite, ça vous fait frétiller? Je répète, Guéant, Muscat et Mignon en garde à vue pour les affaires de sondage de l'Élysée. Et puis, d'ici 2017, combien d'affaires vont sortir comme ça? On peut faire parler de Platini aussi. Bon, alors, non, mais bon, moi je n'ai aucune sympathie, n'est-ce pas, pour les sarkozystes, mais je n'ai pas non plus une confiance absolue dans les socialistes. Je pense que quelle programmation? Ce n'est pas bon pour la démocratie qu'on instrumentalise ce qu'on appelle les affaires. Il vaut mieux combattre Sarkozy politiquement, sur le terrain politique, ses idées, d'autant que, à mon avis, il y a une droitisation évidente depuis la création de ce parti qui s'appelle les Républicains, qui se rapproche de plus en plus de l'extrême droite, que d'essayer d'éliminer l'adversaire en multipliant les choses. Ceci dit... C'est bien d'être idéaliste, c'est bien. Non. Ça nous étoffe. Venant de toi, ça nous étoffe. Non, je n'aime pas, d'une manière générale, je n'aime pas les affaires. Et je te dis beaucoup, je me méfie beaucoup de Mediapart,
et même du canard enchaîné. Mais nous sommes d'accord. On en a déjà parlé ici. Je me méfie beaucoup de ça. Non, il y a quand Je ne même. veux pas parler de Charlie Il y a quand même. Alors moi je vais Je ne veux réagir. pas parler de Charlie Hebdo. Non, fais attention, on va te couper le cou, Charlie. Oui. Je tremble parce que tu n'es pas Charlie. Fermez la porte. Oui, tu vois, Charlie, restons entre nous. Dis ça, pas dis ça. Je ne suis pas Charlie, je le répète. Moi j'aimerais faire un Dis pas commentaire. ça, Michel. J'aimerais faire un commentaire parce que ça nous concerne, puisque c'est notre métier en partie, les fameux sondages. On a quand même été là. Quand tu dis nous, tu parles de toi. Parce que tu parles de toi avec le. Oui, nous, Open Source System. Nous, Voilà. Mais je crois que c'est moi, nous, Majo, je dis. Non, pas du tout. Depuis quelques années, tu l'avais su, je joue le courage de te dire. Mais non, certainement pas. Nous, c'est toi. Non, tu imagines bien. Je parle de lui au pluriel. Non, je parle de notre entreprise. entreprise. Voilà, de notre entreprise, parce qu'on fait des sondages. Et à l'époque, ça nous avait interpellés parce que, en fait, on avait calculé le nombre de sondages faits. C'était colossal. C'était un sondage. Ah oui, tous les jours. C'était un sondage tous les 3 jours. Ouais. Merci. Et ce qui est assez fabuleux, parce que Et puis cher. non seulement ça, mais avec une absence totale de mise en concurrence. Ça, c'est impossible. Pas d'appel d'offres. Ça, impossible. Avec quel argent? Et surtout l'utilisation d'officines qui sont liées aux gens du pouvoir. Oui, qui sont liés à Big Malion, le même. Et puis les questions. Je veux dire, allons le dire ici, qu'un président de la République puisse dépenser de l'argent public pour savoir si l'opinion voit de bon œil qu'il ait fait le bon choix pour sa future femme, ça n'a pas ni pièce sans quoi. Je veux dire, on est où, quoi? Tout à fait. Il est quand même utile que la justice puisse s'intéresser à ça. La démocratie. Parmi les sondages. La démocratie a mal. Parmi les sondages de Sarkozy, il y en avait qui essaient de sonder les Français pour savoir quels sont les thèmes qu'il devait aborder lui-même et sous quelle forme et avec quel langage. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a une inversion du rôle de ce qu'est l'homme politique. Ouais, quand on est un leader, on a une ambition. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on est un conducateur quand même. Mais tu l'as pensé. Mais je pense que le leader doit montrer la direction. C'est évident. Doit montrer la direction, dire nous sommes dans une crise, surtout que la crise a éclaté au moment où il était au pouvoir. Nous sommes dans une crise. Moi, votre président, je ne suis pas derrière vous et je poursuis vos pulsions, mais je vous montre le chemin. Oui, je crois que beaucoup de fois c'est compris ça. Attendez, je vous d'ailleurs, ça a été contre-productif. Ça a été contre-productif. Le temps passe, Daniel. L'association Féministe Culture Égalité, on n'a pas envie tous de parler sur tout. L'association Féministe Culture Égalité s'associe à la colère des féministes françaises qui s'insurgent contre cette loi sur le dialogue social de François Rebsamen. Je vous explique pourquoi. Votée sans l'amendement RSCA. Ça s'appelle Rapport de situation comparée. Malgré ses multiples prises de position publiques, ses engagements face aux associations féministes, M. Rebsamen renonce à intégrer dans sa loi les outils de l'égalité professionnelle. Je vous rappelle que c'est le rapport de situation comparée et la négociation annuelle dédiée à l'observation de la situation des femmes a été supprimée par les parlementaires. Il avait notamment. Alors en rappelant que les écarts de salaire sont de 27% entre hommes et femmes. Excuse-moi Daniel, tu vois, il y a des choses qu'on prépare et que je prépare et puis qu'on ne traite pas et on va rester 10 ans sur ça. Tout le monde s'habille sans bandido. Bon. Attention à la diffamation. Sans bandido. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire donc ils appellent à signer une pétition. Moi, je sais que une chose qui m'a le plus intéressé dans les multiples choses intéressantes que disent Marajo, c'est que le système capitaliste français est idiot, quoi, que de ne pas profiter des minorités, de l'immigration et de la diversité, de ne pas profiter des femmes. 52% de la population. Et de leur donner un statut pour participer à l'économie, quoi, mais strictement pour des raisons alimentaires. Votre opinion, on commence par Gagnon qui aime beaucoup les femmes. Ah, j'adore les femmes. À la maison. Oui, mais je préfère traiter le problème du travail, le problème du salaire et le problème de l'emploi de manière globale et non par segment. C'est une option. La discrimination, la discrimination, elle existe, elle échoue, il faut la combler. Ceci étant, légiférer en permanence, c'est une chose, mais je crois qu'il y a des instruments dans les entreprises. Les instruments, ce sont les délégations de personnel, quand il y en a,
mais en général aujourd'hui, ils sont jusqu'à moins 10 salariés. Il y a les syndicats. Il y a ce qui s'appelle un outil qui s'appelle la négociation annuelle obligatoire. Je crois qu'avant de demander à la loi de... Parle-en aux amis de Roger Albert, là, c'est aussi. Je fais ma parenthèse. Il n'y a pas deux. Je fais ma Il y a parenthèse. tout le monde. Les négociations annuelles Attention, vous êtes en obligatoires. train de chauffer Michel Wauthier. Je crois que je si action législative intervient, les NAO ont pour nécessité d'une annualité de négociation sur tant de domaines, pour les salaires, pour l'indemnisation de travail, Une négociation annuelle obligatoire. C'est-à-dire que obligatoire. Chaque année. Oui, Chaque obligatoire. année obligatoire. C'est Bon. manqué dedans. Donc on a un cadre dans lequel on peut introduire ce élément sur les conditions de travail, sur les salaires, etc. Donc tu penses que s'il faut commencer par la base, il faut qu'au Il niveau faut des peut-être, syndicats, si la au niveau base- des si les comités bases- d'établissement, des Évidemment, il y a une capacité de dialogue. Ouais. Mais Non, capacité de d'accord. dialogue, il y a aussi Oui, une non, capacité mais de faire entendre. je veux une Bon, boutade. capacité de dialogue, ça fait entendre. principe, oui. Se faire entendre, c'est pas. Il faut aussi introduire des thèmes qui interpellent. D'accord. Si Ok, vous ok, interpellez, ok. voilà. Michel, alors, Non, vous syndicats alors- machistes, là, etc. Non, moi je crois qu'il faut, faut pas tomber dans ce piège qui consiste à opposer. Non, il est certain que il faut que la loi aide à changer les comportements. Mais croire que la loi, là où je rejoins un peu Galion, Ah, quand même. Il faut les deux. croire que la loi va suffire à changer. Bon, il faut identifier les causes réelles de ces différences de salaire. Il y a des différences de salaire qui sont liées aux fonctions occupées, il y a des différences de salaire qui sont liées au niveau de formation, de compétences, et puis il y a des différences de salaire, notamment dans le privé, qui ne sont liées ni à ça. Et cela, il faut agir pour les faire supprimer. Bon. Et il faut que, dans les négociations obligatoires, qu'on puisse avoir, je prends un exemple, j'avoue que je n'ai pas lu l'amendement en question, hein, mais je suppose qu'il était prévu dans ce projet de loi l'obligation, au cours des négociations obligatoires, précisément de justifier, de faire un bilan chaque année de la situation et des causes des différences de salaire et de les justifier. Ouais, ça Et s'appelle un rapport. le bilan existe dans l'entreprise, l'entrepreneur a l'obligation de présenter un bilan de l'état de situation de l'entreprise au comité d'entreprise. Quand il y a un comité d'entreprise. il suffit de- Quand le comité d'entreprise existe. Quand les Les comités d'entreprise d'accord. existent à partir Mais de Il y en a 60 beaucoup. salariés. Daniel, il y en a Il y en a Mais il ne faut pas en Voilà. même temps que la... Voilà. Il ne faut, je dis un mot, il ne faut pas en même temps que la même loi Rebsamen diminue les capacités de représentation des syndicats dans l'entreprise. Daniel. Les NAO sont censées exister. Elles existent. Elles sont censées exister, puisque dans plusieurs conflits, les salariés se plaignent de ce qu'elles ne se soient pas tenues. Bon, donc, c'est un acquis. La loi, j'ai envie de dire, les lois existent. Qu'il faille les améliorer en tenant compte de l'évolution des situations, ok. Mais le fait de faire une loi chaque fois qu'on veut régler un problème ne me semble pas forcément le meilleur. Et je rejoins, je crois que c'est Gabriel, et ça m'étonne que Michel n'ait pas rebondi là-dessus. Tout dépend du rapport de force qui est constitué dans l'entreprise, si Nous sommes d'accord. il y a, dans la fonction publique ou ailleurs, etc. Je vais passer la parole à Eddy, mais s'il fallait établir un rapport de force, ça n'aurait pas été aboli. Le mariage pour tous. Non, j'ai pas dit qu'il faut pas de loi, attention. C'est le rapport de force qui a permis aussi mais que bien sûr. Moi, je crois que tout ça est lié à une situation où le machisme dominant et le microcosme dominant gardent les leviers de la loi. Ouais. Et c'est ça. Parce qu'en réalité, quelle est la situation quand on analyse 80%, voire 90% des entreprises ne sont pas concernées par les NAO, Voilà. ne sont pas concernées par les représentations du personnel. Tout à fait. En Martinique, c'est plus que ça. En Martinique, il n'y a que 400 entreprises qui ont plus de 20 salariés sur 60 000 entreprises. C'est ça la réalité. Donc, en clair, ce débat sur les déséquilibres des salaires ne peut être résolu que par la loi. Le jour où la majorité des entreprises tomberont dans le cadre de la loi, c'est-à-dire NAO, etc., il n'y aura plus besoin de loi. Mais pour rattraper ça, on est obligé de faire une loi. En clair, aujourd'hui, des entreprises qui ont moins de 10 salariés,
Il n'y a pas de dialogue. C'est la jungle. C'est la jungle. Oh, ça, c'est plus une entreprise, c'est une toute petite entreprise. Non, mais attends, c'est la majorité des secteurs. C'est la majorité des entreprises. Oublions la métropole, avec beaucoup de guillemets. Non, mais en France aussi. Revenons à nous, en France aussi. Mais ici, c'est... Vous avez noté qu'il a dit en France. Hein. Ici, en France, c'est pire. Oui, non, mais moi, de toute façon, j'ai déjà choisi. C'est la France et la Martinique. Pas Nisa fait métropole. Et pas Nisa fait hexagone non plus. Il faut quand même rappeler. Non, mais c'est un vieux débat, c'est Bon, ça continue. Oh, c'est pas un vrai débat, ça. C'est un faux débat. On va parler l'essentiel avec ça. Ma conclusion est que tant que des situations sont fortement inégalitaires, le remède, c'est la loi. Ça ne peut être que la loi. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter à Non, je ne suis pas aussi déterminé qu'il a raison. Il a raison. En général. Bon, pas puisque tu es pas... Juste un petit élément d'information. Dans notre métier, la journaliste, il y a des conventions et il n'y a pas de disparité de salaire entre hommes et femmes. Puisqu'on est sur les rues, quoi, faire un travail d'un pays autant. Oui, parce que vous êtes obligé d'annoncer... Vous êtes mis d'accord sur la grille, c'est-à-dire vous annoncez le salaire. Par contre, dans une entreprise de 5 salariés, on ne va pas annoncer le salaire là. Non, mais j'ai bien dit, dans notre profession journaliste, il y a une convention, il y a des grilles salariales ici. Ce que dit Eddie est tout à fait vrai, ramené à la situation martiniquaise. D'une manière générale, les syndicats ont du mal à avoir une représentation dans l'essentiel du tissu économique. Donc le rapport de force ne peut pas exister. C'est pour ça qu'il faudrait prendre dans cette loi des dispositions spécifiques pour les départements d'outre-mer. Tout à fait. Notamment sur la représentation, la possibilité d'avoir des représentations collectives pour plusieurs entreprises. Voilà. Mais Macron, alors Macron n'est pas... C'est en cours. Messieurs, vous avez, ça va finir, ça va se terminer bientôt, vous avez tous les deux, toi et toi c'est sûr, assisté à la conférence de M. Sully. Tout à fait. Est-ce que j'ai lu ton article avec beaucoup d'intérêt? Bien fait d'ailleurs. Quel le mien, j'ai lu le tien aussi. C'est pour ça que je te donne le journal et que je le reçois. En plus, je le reçois numérisé. Tout à fait. Auquel vous devriez abonner les gens dans la version numérique. Suggestion. Tout à fait. Et ça marcherait. On y pense. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on voit des éléments de ce rapport, que je vais te demander de résumer, mais en une minute, est-ce que tu peux, sur la croissance, la nécessité de la croissance? Croissance 1,5. 1, pardon. 1. Donc, est capable de créer de l'emploi? Pas de capacité de créer d'emploi. Dépenses publiques. Est-ce que tu atone au niveau de l'État, surélevé au niveau des collectivités. Ça veut dire que la collectivité territoriale nordique va partir déjà avec un handicap, c'est qu'elle devra supporter. Et avec une capacité d'emprunt limitée. Voilà. Madame, monsieur, bonsoir. C'est cette note très optimiste. Car se demander pourquoi les hommes politiques veulent absolument gérer notre destin avec des moyens aussi précaires et aussi vains. Pourquoi ils veulent tous y aller? Bonsoir.